Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Au menu de cette édition, les hydrocarbures avec une loi, des projections et des accords quasi révolutionnaires sur lesquels il est important de revenir pour en comprendre les tenants. Retrouvons notre invité pour nous éclairer sur tout ce qui se passe. Bardad Mandouche, bonsoir, merci d'être là sur Challenge. Je rappelle que vous êtes expert pétrolier, ancien patron d'une filiale Sonatrach. D'ailleurs, aujourd'hui, comment vous vous occupez pour l'essentiel en donnant des conseils à qui? Bien, bonsoir et merci pour l'invitation. Effectivement, j'étais PDG de plusieurs filiales et donc la dernière, c'était une société mixte entre Sonatrach et un partenaire américain. Actuellement, je suis consultant. Donc, dans mes conventions avec mes clients, je ne suis pas autorisé à divulguer le nom de mes clients. Oui, d'ailleurs. Je suis désolé. Oui, les enjeux sont tellement énormes dans ce même secteur que voilà, souvent, c'est le secret qui prédomine. Absolument. Algeria Future Energy vient de se dérouler Absolument. À l'initiative de l'association des... L'AIG. AIG. C'est l'association... L'association de l'industrie de gaz, c'est une association qui a été créée en 1968. À la lumière de l'investissement qui a été fait à Oran, la Camel dans le temps, c'est en 1964. L'Algérie était un pays leader dans le domaine du gaz et particulièrement dans le GNL. Et donc, il y a eu une initiative des ingénieurs de Sonatrach et même du ministère et de Sonelgaz, des ingénieurs formés en gaz, spécialité gaz, qui avaient décidé dans le temps de créer cette association. Et son premier président était Monsieur Bouhafs, qui était aussi PDG de la Sonatrach pendant une longue durée. Alors, en quoi cette rencontre a-t-elle été importante et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Bien, la rencontre qui s'est déroulée au CIC les 2 journées, de 29 et 30 octobre, elle est intéressante parce que tout d'abord, cette association, dans ses statuts, c'est une association qui regroupe des experts en général dans le domaine, d'une part, et d'autre part, des responsables S-qualité qui sont en charge de la filière gaz, que ce soit à Sonatrach ou à Sonelgaz. Et elle a regroupé 5, à l'invitation de l'AIG bien sûr, 5 PDG de grandes sociétés, telles que Total, Eni, BP, etc. Alors attendez, les propositions... excusez-moi, c'est important. Vous dites que c'est AIG qui a invité ces grandes sociétés, bon, c'est normal, mais c'est qu'à l'occasion de la venue de ces grandes sociétés, il y a eu d'importants accords qui ont été passés avec Sonatrach, c'est bien ça? Absolument. Bon, le sponsor essentiel, c'est Sonatrach pour cette manifestation. Et en deuxième sponsor, c'est la Sonelgaz. Et bon, il y a aussi d'autres sponsors. Bien sûr, Sonatrach étant le partenaire privilégié de cette association, puisque sans la Sonatrach, cette association, d'abord, n'a pas les ressources financières pour pouvoir organiser ce genre de conférences. Et la Sonatrach, bien entendu, a eu l'opportunité de profiter de cette manifestation pour pouvoir signer effectivement un certain nombre de contrats. Alors, en quoi cette rencontre était-elle importante? Quels étaient les objectifs de cette rencontre? Les objectifs, c'était un peu large, pas uniquement dans le secteur des hydrocarbures, mais c'était l'énergie. Donc, dans le futur, quelles sont les énergies à privilégier par l'Algérie, notamment la Sonatrach et la Sonelgaz, à la lumière de ce qui se passe dans le monde. Et donc, il y avait un thème des énergies renouvelables, en particulier le solaire, d'une part. D'autre part, il y avait un thème qui était la valorisation des sources d'énergie existantes, donc les énergies fossiles, en conventionnel, pétrole et gaz. Et surtout, il y avait des thèmes, plusieurs thèmes importants qui concernent les énergies non renouvelables, les énergies non conventionnelles qui sont pétrole et gaz de schiste. Là, on pourrait développer aussi cet aspect des choses, puisque la Sonatrach envisage de reprendre cette activité d'exploration en matière de pétrole et gaz de schiste. Il y avait aussi des propositions d'aller vers l'exploration d'Algérie du Nord, et particulièrement dans le offshore, c'est-à-dire en mer.
le côté ouest algérien, c'est-à-dire côté Mostaganem, Relizane, et le côté est algérien en mer, côté Annaba, où il y a des possibilités de découverte de champs de gaz. Et on a parlé de tout cela lors de ces rencontres. Absolument. Dans les communications, on a parlé de tout ça avec un certain nombre de recommandations, bien entendu. Alors, on peut souligner que cette rencontre était très importante, vu les personnalités qui étaient présentes et les accords qui ont été scellés. Quels ont été les accords, justement, scellés? D'abord, l'importance du nombre de pays qui ont participé à travers leurs attachés commerciaux ici en Algérie, donc des ambassades, et à haut niveau, c'est-à-dire des PDG de compagnies pétrolières internationales, étaient beaucoup plus intéressés de savoir s'il y avait les premiers prémices ou contours de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. C'est ce qui les intéresse en matière d'attractivité du domaine minier algérien pour l'investissement futur. Ceci d'une part. Et d'autre part, c'était aussi l'occasion de passer un certain nombre de contrats, notamment dans l'offshore, entre la Sonatrach, l'UNI, Total. Sur quoi portent ces contrats? C'est les forages en offshore d'exploration. C'est-à-dire, la Sonatrach n'a pas de compétences en la matière. Elle n'a jamais fait de forage à travers, bien sûr, une société de service. Les deux filiales de Sonatrach ne sont pas équipées pour pouvoir faire, non pas ce qu'on appelle une plateforme de forage en offshore. C'est un outil ou une technologie bien particulière. Quand on parle d'offshore, on parle de quoi? De mer, d'un forage en mer. Et quand on parle d'onshore, c'est un forage sur terre. D'accord. Donc voilà la différence. Donc l'Algérie se lance pour la première fois? Pour la première fois. Il n'y a jamais eu auparavant de tentatives d'exploration? Non, pas du tout, sauf il y a eu des recherches qui ont été faites il y a plus d'une trentaine d'années dans le côté maritime algérien. Et donc c'est à l'ouest, comme je vous le dis, au large de Mostaganem et de Relizane et au large d'Annaba, où les recherches qui ont été effectuées il y a un peu plus de trentaine d'années ont révélé qu'il y avait des possibilités de découverte de pétrole ou de gaz. Donc seul un forage en exploration permet de confirmer ou d'infirmer c'est les résultats de ces recherches. Algérie Future Énergie est somme toute une bonne rencontre. Hein, donc c'est un succès pour vous? C'est un succès. Mais pour autant, les accords qui ont été passés, est-ce que ce sont des accords que vous jugez équilibrés? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites sur la nature de ces accords et surtout sur l'équilibre entre la partie algérienne et les parties occidentales? Pour la question de l'équilibre des contrats, en fait, la Sonatrach a suffisamment d'expérience dans la négociation de contrats, sauf que pour les contrats d'offshore, c'est-à-dire des forages en mer, c'est la première fois que la Sonatrach aura à gérer ce type de contrat, mais il y a une expérience de par le monde qui se fait et ça ne lui posera aucun problème. Ça, c'est un petit peu l'exploration, mais et sur les données financières, les données financières, il n'y a pas de communication à ce sujet, et ceci est valable pour l'ensemble des compagnies. Lorsqu'il y a des contrats, il n'y a aucune compagnie qui communique le volet financier, ça c'est clair. Est-ce que c'est normal quand on est oui, en présence d'une entreprise publique, notamment? Oui, parce que c'est des données qui peuvent être servies par d'autres concurrents, par d'autres. On a une idée à peu près. On sait qu'un forage en offshore revient, on va dire, 5-6 fois plus qu'un forage en terre, c'est-à-dire en onshore. Mais la précision du prix n'est jamais donnée, ça c'est clair. Le personnel sur l'offshore, c'est quelque chose de nouveau. Il faudra de l'expertise en offshore. Absolument. Je suppose, je ne m'y connais pas, mais je suppose que la méthode est différente. Absolument. Bon, d'abord, la Sonatrach, elle agit comme maître d'ouvrage. Donc, elle va avoir une compagnie Total ou Uni qui vont s'occuper de faire le travail sur la plateforme de forage en offshore. Pour le suivi, certainement que la Sonatrach aura recours à une expertise externe. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a
un peu plus de 2 mois, Sonatrach a signé une convention avec des bureaux américains pour avoir des experts en matière de forage qui vont être certainement utilisés sur ça et même être utilisés pour les forages en offshore. C'est des experts de haut niveau, ce qu'on appelle des supervisors en drilling, donc des superviseurs en forage. Et certainement, ça a été fait dans ce sens. On prévoit le démarrage de ces activités offshore pour quand? Ils n'ont pas donné de date de démarrage, mais je suppose que ça va être en 2019. D'accord. Et alors, on a eu des accords qui ont précédé cette manifestation, notamment sur le gaz. Absolument. Puis sur avec nos accords avec les Espagnols, les Italiens aussi. Comment a été renégociée la chose et est-ce que vous en êtes satisfait, vous, à titre non, moi, je ne suis plus à l'intérieur de la Sonatrach. Non, mais en tant que citoyen, vous avez un regard. Est-ce que vous avez l'impression que ça a été bien négocié? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, les contrats gaziers à long terme pratiquement n'existent plus entre clients et fournisseurs. La donnée gaz ou le marché gaz mondial, les données ont beaucoup changé, notamment avec le gaz de schiste américain qui est venu concurrencer le gaz conventionnel d'une part, et d'autre part des découvertes il y a une dizaine d'années qui ont fait qu'il y a une offre de gaz nettement plus importante sur le marché. Et en plus, on a des réserves estimées à 2 siècles de consommation mondiale. Ces réserves sont principalement en Iran, en URSS, en Australie, en Afrique de l'Est, au Qatar et récemment un grand gisement en offshore en Égypte. C'est un petit peu entre parenthèses. Et pas en Algérie? Bon, en Algérie, en conventionnel, nous n'avons pas de possibilité de trouver d'autres grands gisements. On en est sûr. On est certain, parce qu'avec toutes les méthodes de recherche actuellement, qu'on appelle la sismique 3D, c'est la dernière technologie qui est utilisée par la Sonatrach en matière de recherche et ce n'est que des gisements de petites dimensions qui sont découverts. Il nous reste quand même des possibilités énormes en pétrole et gaz de schiste, estimées à 22 000 milliards de mètres cubes, qui sont dans le sud algérien, dans les 7 bassins du sud algérien. Et cette option de revenir à l'exploration de gaz de schiste existe maintenant réellement et elle est appuyée par le pouvoir politique pour que la Sonatrach puisse reprendre l'exploration de gaz de schiste. Et nous n'avons pas une autre alternative. Ceci pour une question de sécurité énergétique. On va y arriver. Tous ces accords, toutes ces projections, et on va parler dans un instant de la loi sur les hydrocarbures. Absolument. Vous avez l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui bouillonne dans le secteur énergétique? C'est quelque chose qui est inédit en Algérie? Quand on écoute le PDG de la Sonatrach avancer tous ces projets, on a l'impression que c'est une véritable révolution qui s'installe. Non, en fait, à mon sens, ce n'est pas une révolution, mais c'est une redynamisation de la Sonatrach et du secteur de l'énergie en général et du secteur des hydrocarbures en particulier. Ceci à la suite de ces 10 dernières années, commencées suite à cette affaire de Sonatrach, où il y a eu une inertie qui s'est installée d'une part, et d'autre part avec pratiquement des changements de PDG chaque année, dont la conséquence a été néfaste pour aussi bien l'investissement à Sonatrach, aussi bien la gestion de la ressource humaine, aussi bien la gestion des projets, parce que l'instabilité du top management d'une société, quelle qu'elle soit, en particulier pour une société pétrolière, donnera des conséquences désastreuses sur les ressources, sur la capacité de l'entreprise à créer des richesses et de la valeur ajoutée. On nous promet une belle loi sur les hydrocarbures. Où en est cette loi et qu'est-ce qu'elle devrait apporter de nouveau? Si je me réfère aux déclarations de l'actuel ministre de l'Énergie, il avait dit depuis un peu plus de 6 mois qu'elle allait être promulguée, enfin soumise au gouvernement puis à l'Assemblée en juillet 2018. À l'AIG, il a dit que ça va être en 2019. De toute manière, ce qu'il a dit, c'est que cette loi va avoir l'amendement de la loi actuelle, qui est la 2005, la 0507 de 2005, qui a été elle-même amendée dans le sens
d'attirer des investisseurs et d'être plus attractive en novembre 2013. Malheureusement, les résultats des 4 appels d'offres qui ont été lancés par Al-Naft n'ont pas donné de résultats. Cela veut dire que les investisseurs étrangers, notamment les compagnies pétrolières major, trouvent que la loi actuelle n'est pas attractive dans son domaine fiscal. Il n'y a pas suffisamment d'attractivité fiscale pour ces compagnies. Dans son domaine aussi opérationnel, où il y a une lenteur dans les prises de décision. Certaines lenteurs existent de par la loi et d'autres de par le comportement de ses partenaires qui sont à Sonatrach, où la décision ne vient pas ou vient tardivement. Dans le domaine pétrolier, la règle de time is money est une règle universelle et elle est appliquée partout parce que la compagnie qui est là, elle est là pour faire des profits. Elle n'est pas là pour à usage ou à but philanthropique, on va dire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans le pourtour méditerranéen, je cite aussi l'exemple de l'Iran, qui ont compris ça après l'embargo, qui ont révisé leur loi plus de 3 fois, amendé. Et c'est à la lumière de cette révision de leur loi où ils ont pu découvrir et intéresser aussi à l'exploitation un très grand champ de gaz qui est au sud de la mer Persique, où il y a eu des compagnies chinoises, il y a eu Total, laquelle Total s'est retirée, mais de manière, on va dire, conjoncturelle peut-être. Et ici, les autorités, aussi bien le ministère de l'Énergie que la Sonatrach, se sont bien rendus compte que cette loi devait être changée si on veut relancer l'investissement en Algérie, dans le Long-Shore, et surtout, si on veut intéresser les compagnies étrangères pour le pétrole et gaz de schiste, car ça demande beaucoup d'argent, ça demande une technologie, et la Sonatrach n'a pas suffisamment de moyens financiers et suffisamment pour se lancer dans ces investissements. Vous partagez ce sentiment que la loi, c'est une bonne chose pour attirer davantage d'investisseurs? Absolument. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Est-ce que cette loi, oui, la loi doit être changée. Je vous donne une comparaison. La loi de 1986, qui on appelait la 86-14, qui avait des dispositions plus avantageuses que celles qui ont en cours, la 0507. Celle-là avait permis la découverte du champ de Hassi Berkin, qui est le deuxième champ après celui de Hassim Saoud, et elle a permis la découverte de plus de 500 découvertes grâce à cette loi. Et 80% de la fiscalité pétrolière actuelle provient des contrats issus de cette loi. Alors, si on fait un bilan, la loi actuelle, elle a permis de réaliser que quelques découvertes, de ramener les 20% de la fiscalité et pratiquement plus personne n'investit, aussi bien en dehors de la Sonatrach bien sûr, puisque on est une société nationale. Pratiquement les partenaires de Sonatrach existants, à l'image de Eni, de Total, de Statoil, d'Anadarko, n'investissent plus, et bien au contraire, et malheureusement, ils désinvestissent. Et donc ça, ce n'est pas à l'avantage de Sonatrach et pas à l'avantage. Pourquoi ils désinvestissent? C'est vrai que parce que ce n'est pas incitatif d'une part, et d'autre part, la règle d'une compagnie pétrolière, elle désinvestit lorsque le prix du baril descend. D'une part, ça c'est un paramètre. Le deuxième paramètre, les coûts de production du baril. On est dans un pays où les coûts de production d'un baril sont plus élevés que le Moyen-Orient, par exemple. Pourquoi? Ça vient de quoi? Ça vient parce que la profondeur des réservoirs est plus importante. On est à peu près une moyenne de 3000 mètres. Et si on compare avec l'Irak ou l'Arabie Saoudite, ils sont à 1500 à 2000 mètres maximum. D'autre part, ici, les contraintes de l'environnement coûtent plus cher. D'accord. Voilà. On parlait du gaz tout à l'heure et on disait que il n'y a plus de champs gaziers à découvrir. Est-ce qu'avec cette loi qui va faire venir des investisseurs sans doute dans le domaine pétrolier, on est pour autant certain de découvrir des champs pétroliers d'importance?
Bon, ce que j'ai dit, j'ai pas dit qu'il n'y a plus de champs gaziers à découvrir, j'ai dit qu'il n'y a plus de grands champs. Voilà. De l'importance de Hassi-R'Mel, par exemple, qui est le plus grand champ gazier, ou de Hassi Messaoud, qui est le plus grand champ pétrolier. Donc, les découvertes qu'on pourrait faire susceptibles d'être faites en onshore, c'est-à-dire au sud ou l'Algérie du Nord, ne seront que des découvertes de petites dimensions aux moyennes dimensions, à petites réserves, aux moyennes réserves. Ce n'est pas ça qui va permettre de pouvoir sécuriser le futur en matière d'énergie. Pour votre information, jusqu'à présent, on consomme 3 barils et on en découvre 1. L'idéal serait de découvrir au minimum 3 barils et en consommer 3 barils, ou je dirais même découvrir 4 barils et consommer 3 barils. Donc là, pour pouvoir assurer la sécurité énergétique du pays. Qu'est-ce qui reste comme alternative? Il ne reste que le pétrole, les gaz de schiste. Et là, on a suffisamment de quantités possibles à découvrir pour pouvoir assurer une sécurité énergétique du pays à long terme. À long terme, pour combien de temps? On a 22 000 milliards de mètres cubes possibles. Donc, ça pourrait nous assurer nettement plus d'un siècle, un siècle et demi, compte tenu du volume d'exportation actuel et de la consommation intérieure actuelle. D'accord. Mais je précise que le gaz de schiste ne dégagera pas autant de profit que le gaz conventionnel, parce que les coûts de production sont plus élevés. Ça sera, on dirait, ce sera pas une rente comme l'est actuellement le pétrole et le gaz conventionnel. Les investisseurs étrangers qui vont venir dans le secteur pétrolier à la faveur de cette nouvelle loi sont limités toujours à 49%, ou la balise est levée pour eux? Non, la balise n'est pas levée, malheureusement. Pourquoi vous dites malheureusement? Je vais vous expliquer, c'est mon avis. Parce que ça, c'est le code des investissements. C'est du 49-51. À mon avis, on devrait aller vers un code pétrolier tel que celui qu'utilise la Russie. La Russie utilise un code pétrolier où, dans les zones, ce qu'on appelle à fort potentiel de découverte, chez nous, par exemple, les alentours de Hassi Messaoud, des alentours de Hassi Berkine. On reste à 40. Non, ils sont jusqu'à 70-30. Parce que là... 70-30 pour la partie russe. 70 pour la partie russe, 30 pour... c'est modulable. C'est modulable selon les zones. Donc là où c'est facile. Là où on a des probabilités de découverte. Voilà, des probabilités fortes. Donc, on laisse la majorité des actions. Absolument, parce que le risque, disons, il est faible pour l'investisseur et le gain, il est supérieur. Là où les zones sont à faible probabilité de découverte, là, ils donnent carrément, c'est l'inverse. Par exemple, et je viens de l'exploration de Sonatrach, l'amont pétrolier, l'Algérie du Nord, il y a très peu de chances de découvrir de grands champs. Et donc là, je ne vois pas pourquoi on reste cantonné à 49-51. Donc là, on pourrait leur donner même 60 ou 70, parce qu'à l'extrême limite, c'est pour une durée. Et s'il y a une découverte au-delà de cette durée, ce qui reste, il revient à la Sonatrach à 100%. Donc voilà, c'est pour inciter plus les compagnies à venir investir dans les zones à faible probabilité de découverte. Excusez ma méconnaissance du secteur, mais j'ai envie de vous dire, vous parliez tout à l'heure de l'expérience des dirigeants de la Sonatrach en matière de rédaction des contrats, et pour cause, ils en ont fait depuis longtemps. Mais sur le plan technique et sur le plan des découvertes, est-ce qu'on est au même niveau que nos partenaires? Est-ce que nos partenaires n'ont pas des moyens techniques de savoir mieux que nous ce qu'il y a sous terre? Non, les techniques, nous, disons la Sonatrach, elle importe les techniques de recherche. Mais est-ce qu'on a accès à toutes les techniques? Absolument. On est dans le domaine de la recherche sismique. La 3D, c'est la dernière technique de recherche qui est utilisée en 3 dimensions. Elle est utilisée aux États-Unis, un peu partout. Et donc, c'est une technique qui est achetée des États-Unis et des laboratoires de recherche. Il y a 2 dans le monde. Il n'y en a pas 36.
il y a un fournisseur américain et un fournisseur européen. Donc, vous n'avez pas c'est pas des voitures où vous avez des centaines ou une cinquantaine de fournisseurs et vous avez le choix. Donc, c'est des technologies très pointues et de petits gisements peuvent être découverts avec ce genre de techniques. Et donc, c'est pour ça qu'on a une certitude que nous ne pourrons pas trouver des champs à l'image de Hassim Saoud et de Hassir Mel, qui ont été découverts en 1956 avec une technique très rudimentaire. Voilà. Évoquons maintenant le gaz de schiste. Alors, oui. C'est aussi là, donc vous en avez parlé, des projections pour 2019 pour démarrer les explorations. Reprendre en fait, pas démarrer, parce qu'il y a eu déjà 2 puits d'exploration. Et qu'est-ce qu'ont donné ces 2 puits, ces explorations? Un fort débit, un débit très intéressant de gaz. Et d'abord, pourquoi le choix a été à Ain Salah? Parce que tout simplement, il y a une centrale de gaz sur place et c'est dans l'intérêt de la population de Ain Salah pour pouvoir, de ces puits-là, les approvisionner en gaz et augmenter la capacité de fourniture de gaz pour la centrale en électricité et aussi en gaz de vie. Alors, je vous ai déjà... Oui, pardon. Donc, sur cette question, il faut savoir que les Américains qui ont développé la technique de fracturation, il y a aussi d'autres techniques qui sont actuellement en cours d'essai, en cours d'élaboration, en cours de finalisation, bon, qui pour le moment reviennent un peu plus cher. Pourquoi on utilise la technique de fracturation hydraulique? Parce que c'est la seule technique actuellement qui revient la moins chère. Mais ces 5 dernières années, aux États-Unis, un forage, les coûts de production ont été réduits de 40%. Il y a une meilleure maîtrise de la logistique parce que, contrairement à un forage classique, le forage dirigé ou forage horizontal pour le gaz de schiste nécessite une logistique très importante, plus de moyens, plus d'eau, des produits chimiques. Donc, ces dernières années, les produits chimiques ont diminué nettement. L'utilisation de l'eau a diminué nettement. Il y a des petites unités de traitement pour recycler l'eau qui ressort avec les produits chimiques et éviter tout ça. C'est dans un objectif de préservation de l'environnement. Ici, nous ne sommes pas dans une situation de zone habitée, contrairement aux États-Unis où des gaz de schiste se font dans certains endroits, dans des zones habitées, dans des zones agricoles. Bon, il est clair que la loi aux États-Unis, c'est privé. Quand vous avez le sol, vous avez le sous-sol. Ce n'est pas la loi qui est en Europe et nous, on a hérité du droit français. Donc, le sous-sol appartient de l'État. Nous, on est au désert, on est au sud. Donc, il n'y a pas de population, il n'y a pas de gêne pour la population. Et il y a les ingénieurs HSE, qui sont spécialisés, qui sont formés, qui sont Bac plus 5, et qui prennent toutes les dispositions pour éviter d'impacter l'environnement et aussi éviter que la nappe albienne, une grande nappe qui est au sud, 45 à 50 000 milliards de mètres cubes, ne soit pas affectée. Ceci dit, il n'y a pas de risque zéro. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura rien du tout, etc. Pour l'information, l'industrie pétrolière en général, en conventionnel, c'est une industrie polluante. Ça, il faut le savoir. Et les anciens bourbiers qui étaient faits avant qu'on connaisse l'impact sur leur environnement, avant qu'il y ait l'HSE, qui date d'il y a une vingtaine d'années, eh ben, ces dernières années, la Sonatrach, ici et ailleurs aussi dans les pays pétroliers, sont en train de retraiter les surfaces ensablées au sud où il y a eu un déversement de pétrole carrément sur la nature pour pouvoir minimiser l'impact sur l'environnement et l'impact sur la flore, et les herbes, etc. Monsieur Mandouche, si vous deviez, parce que là vous m'avez exposé les deux côtés, le néfaste et le faste du gaz de schiste, mais si vous deviez, vous, prendre vos responsabilités par rapport à une telle décision, qu'est-ce que vous décideriez?
en matière de gaz de schiste, vous voulez dire. Avec toute la responsabilité qui vous incomberait pour les générations futures, pour le Sud, pour cette nappe qui est, qui est vitale pour l'avenir. Je vous réponds en toute sincérité, en toute honnêteté et scientifiquement et sur la base de ce qui s'est passé. J'ai les chiffres des États-Unis parce que c'est le leader mondial en matière de forage de pétrole et gaz de schiste. Il y a eu plus de 160 000 puits aux États-Unis. Il y a eu un pourcentage de 0,002% où il y a eu un impact sur l'environnement. Ceci d'une part. D'autre part, pour le cas de l'Algérie, nous n'avons pas une autre alternative pour sécuriser, pour avoir une sécurité énergétique. Et l'énergie est devenue une question de souveraineté nationale. Un pays qui n'a pas... Mais on a une autre alternative. Attendez, je continue. L'alternative, c'est le solaire, enfin les énergies renouvelables. Entre autres. Entre autres. Mais les énergies renouvelables, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande du savoir, ça demande une industrie. Nous ne les avons pas jusqu'à présent. Mais oui, moi, je tiens des chiffres. Mais le challenge, il est sur le conventionnel. Il nous reste un peu de temps pour continuer sur le conventionnel. Moi, je prends les chiffres officiels. Les projections du ministère de l'Énergie à 2030 être à 27% en matière de mix énergétique. C'est-à-dire 27% de l'énergie vient du solaire, de l'éolien éventuellement, de l'eau, du biomasse. Mais au jour d'aujourd'hui, on est à 2% par rapport à ce programme. Donc ça veut dire qu'on est en retard. Nous ne pouvons pas les faire seuls. Ça, il faut avoir des partenaires étrangers qui mettent de l'argent. Il faudrait aussi une loi. Donc, si je reviens au gaz de schiste, moi, je dis personnellement, et si j'étais encore décideur, il faut y aller parce que on est dans l'exploration. Et entre l'exploration et la phase d'exploitation, il se passera au minimum une dizaine d'années ici en Algérie. Les techniques sont en train d'évoluer, elles vont encore évoluer, et il est fort possible que les bureaux de recherche et développement aux États-Unis et ailleurs vont avoir une technique qui va pas être la fracturation hydraulique. Allons sur l'exploration et voyons plus tard pour la décision. Exactement. L'exploration, moi, j'étais pas personnellement pour arrêter l'exploration. Bon, c'est vrai qu'il y a eu... Maintenant, je dis une chose. Il faut expliquer aux populations. Il faut laisser la politique de côté et expliquer aux populations du Sud ou même du Nord, donner une explication scientifique de ce que c'est un forage de pétrole et de gaz de schiste, quelle est la technique, quelles sont les mesures qui sont prises pour préserver l'environnement. Il ne faudrait absolument pas que cette affaire puisse être utilisée de manière politique, et là on s'éloigne carrément du côté scientifique et technique. Mais le politique est important aussi, parce que ce sont des décisions. Je dis, il faut expliquer, c'est des campagnes d'explication, de communication qui doivent être menées par la Sonatrach, le ministère de l'Énergie, éventuellement d'autres institutions, pour pouvoir expliquer à ces populations comment les choses se déroulent, qu'est-ce qui se fait ailleurs. D'ailleurs, j'ai apprécié la bonne décision qu'avait prise le PDG actuel de Sonatrach, où il disait « Je suis prêt, M. Al-Khaddour, je suis prêt à prendre des jeunes de Ain Salah, les emmener aux États-Unis, leur montrer comment les choses se déroulent là-bas. » Vous croyez que les Américains, si cette technique ou si le gaz de schiste était un danger pour leur pays, ils allaient permettre cela? Ils ont un office ou une agence qui surveille l'environnement. Les Américains non, mais les Européens oui. Non, les Européens, je vous dis par exemple les Anglais, ils ont déjà découvert, ils ont fait de l'exploration. En onshore? En onshore, il y a eu des découvertes, ils sont là. Ils ont été, pour le moment, ils ne passent pas à leur exploitation pour la simple raison qu'ils ont une réglementation sur l'environnement la plus rigide au monde, mais on sait que le gaz de schiste, il est là, on connaît les capacités, on connaît les réserves, etc. Maintenant, il ne faut pas citer le cas de la France, parce que le cas de la France, les possibilités où il y a, c'est le bassin parisien. Et je vois mal, si on nous disait, nous, en Algérie, les possibilités, c'est Alger, qu'on va faire un forage à Alger, je vous dirais non. D'accord. C'est clair, net et précis. Ou à la Mitidja, par exemple. L'exploration a déjà démarré, vous l'avez dit, mais pourquoi il faut accentuer la chose? Ça ne suffit pas. C'est pas suffisant. Pour prendre une décision? C'est pas suffisant parce que sur Ain Salah, c'était prévu 3 puits, parce que seul un forage d'exploration va vous déterminer les réserves, les débits. Et là, vous prenez une décision
à partir de ces deux données, de passer à l'exploitation ou non, ce n'est pas rentable de passer à l'exploitation. Et votre avis, au moment où il faudra passer à l'exploitation, comment doit se prendre la décision? Est-ce qu'elle doit associer la population? L'exploitation, je vous dis, entre la phase exploration et la phase d'exploitation, au minimum, une dizaine d'années. Maintenant, aux États-Unis, c'est moins. C'est entre 5 et 6 ans. Donc, si on a des partenaires américains, entre la phase exploration et la phase exploitation... Oui, mais vous ne pensez pas qu'il y aura une volonté d'aller plus vite, d'accélérer le processus? Je suppose. Mais je dis toujours, ce que j'avais dit tout à l'heure, il faut une campagne de communication en direction de la population. Oui, mais qui doit prendre la décision finale? De communiquer? D'exploiter. Est-ce que seuls les pouvoirs publics devront, ou bien faut-il aller vers un référendum populaire sur cette question-là qui est moi, je ne crois pas au référendum populaire pour cette question, parce que cette question, elle est d'abord éminemment technique. Ça fait partie de l'industrie pétrolière et ce n'est pas n'importe qui peut savoir, qui peut la maîtriser, qui peut avoir une idée sur est-ce qu'elle a un impact ou pas. Le mieux, c'est la communication en direction des populations concernées, aller à l'exploration pour dire s'il quelques puits qui vont se faire, et ensuite, d'ici là, certainement les techniques vont évoluer et le temps viendra où on prendra la décision d'exploiter. À défaut, moi je dis, les gens qui sont contre, ils doivent nous donner la solution pour assurer la sécurité énergétique du pays. D'où allons-nous ramener le gaz? Je vous ai dit, nous avons une période sur le conventionnel, il va falloir tout mettre en branle et notamment libérer les productivités au-delà du secteur énergétique. Il faut savoir que la production est en train de diminuer, aussi bien pour le pétrole que le gaz. Entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018, on est à moins 8%. Alors libérons davantage. Deuxièmement, nous devons exporter plus que ce qui est exporté actuellement, autour de 54 milliards de mètres cubes, alors qu'il y avait un objectif à 80 milliards de mètres cubes. Pourquoi nous n'exportons pas ces 80 milliards? Parce que nous ne les avons pas produits, et on ne les a pas produits parce qu'ils n'existent pas, tout simplement. Alors souhaitons qu'on ait de bonnes surprises sur le offshore. Inch'Allah. Voilà, Monsieur Mandou, je vous remercie. Merci beaucoup. Encore une fois de votre éclairage et je vous dis à bientôt. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. À vendredi prochain.